regardez New York Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Au Mali, le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, a attaqué la semaine dernière un convoi de camions-citernes près de la frontière ivoirienne. Malgré la présence d'une escorte militaire sur le terrain, les djihadistes poursuivent leur offensive sans relâche, provoquant une grave pénurie de carburant dans le pays. Ils imposent également depuis quelques jours le port du voile aux femmes circulant sur les routes maliennes. Face à ces situations qui met Bamako sous pression, le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, a dénoncé ce qu'il qualifie de tentative de déstabilisation. On en parle avec vous. Luc Abaki, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le JNIM a attaqué un convoi de camions-citernes à la frontière ivoirienne alors qu'il se dirigeait vers le Mali. Que révèle cette attaque sur la stratégie opérationnelle du groupe djihadiste aujourd'hui au Mali? Alors, disons qu'avec ce que le Mali vit aujourd'hui, cela nous rappelle amplement que en fait, la voie de l'héroïsme n'est pas celle des défaitistes, ce n'est pas celle des aventuriers, ce n'est pas celle des verbeux, des dirigeants qui ne sont pas conscients de leurs responsabilités. La voie de l'héroïsme appartient justement à des leaders qui décident audacieusement de se faire leur voix et donc de conduire le peuple vers cette destination glorieuse, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les ronces par lesquelles ils devront passer. Alors, vous allez constater que depuis que Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il a pris à bras le corps tous les défis qui se présentaient au Mali. Il se trouve que plus de 4 ans après, justement, les épreuves persistent encore. Justement, voyez-vous, sur cette question de carburant, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La vérité, c'est que le gouvernement malien, après plusieurs enquêtes, s'est rendu compte qu'en fait, dans la répartition du carburant au Mali, il y a certaines régions qui absorbent une quantité énorme de citernes de carburant, alors qu'en réalité, il n'y a pas une population aussi dense que cela. Voyez-vous? Et donc, ça veut dire qu'en réalité, le circuit de distribution du carburant n'était pas maîtrisé en réalité par les gouvernants maliens. Il fallait donc chercher à rationner justement cette répartition-là. Pourquoi? Parce que justement ces zones où il n'y a pas assez de monde, mais où on draine le carburant, permettent justement d'alimenter les réseaux terroristes. Et donc, il a fallu que le gouvernement malien prenne un certain nombre de dispositions, de sorte à rationner la répartition justement de ce carburant sur le territoire national et que justement cette répartition soit vraiment équitable en fonction de la densité de chaque région. Donc cela a créé, bien entendu, une perturbation à partir du moment où le robinet du carburant est coupé pour les terroristes. Ils sont montés au créneau pour menacer justement le gouvernement de ce que, écoutez, à partir du moment où on arrête de les alerter sur le plan du carburant, ils vont commencer les attaques. Voilà pourquoi le JNIM en question a mis en place une stratégie d'attaque des camions-citernes pour saboter le processus d'alimentation du système d'alimentation du carburant au Mali. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement n'a pas baissé les bras. Il a mis en place donc une escorte qui permet justement de conduire justement toutes ces citernes-là jusqu'à Bamako, en tout cas à travers les régions du monde. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu une forme de défaillance dans l'appareil directionnel justement de l'armée qui conduisait cette escorte-là. C'est d'ailleurs pour ça que le président a été obligé de faire des remaniements au sein de l'état-major. Et vous allez constater qu'à partir des jours qui suivent, les escortes seront plus efficaces parce qu'il faut utiliser plusieurs moyens à la fois, aussi bien les drones que les véhicules blindés, etc., pour pouvoir conduire justement ces camions-citernes jusqu'à toutes les parties de Bamako. Donc je pense que c'est une parenthèse tout simplement. C'est vrai que les attaques terroristes sont là, ils arrivent à brûler quelques citernes, mais en réalité le vrai problème c'est la réorganisation de la répartition
du carburant sur l'ensemble du territoire national. Voilà où nous en sommes et je pense qu'à partir de cette semaine, la répartition sera conséquente. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été obligés de fermer les écoles pour 2 semaines, afin de réorganiser, juste parce qu'à partir du moment où ils ont rationné cela, le carburant n'était plus disponible, ni pour les écoliers, ni pour les enseignants, en tout cas les acteurs de l'éducation. Une fois qu'ils n'ont pas le carburant, ne peuvent pas exercer. Maintenant, ils ont eu besoin de 2 semaines pour réorganiser tout cela et répartir de façon plus judicieuse ce carburant-là. Vous parlez de réorganisation. Vous avez également parlé d'héroïsme. C'est ce que incarne le général Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Mais depuis 5 ans au pouvoir, comment comprendre que la lutte contre le terrorisme prend du temps à être gagnée par les autorités maliennes? Dans un premier temps, il faut saluer les résultats auxquels ils sont parvenus. Parce que ce n'était pas un pari gagné au départ. Vous savez que presque les 3/4 du territoire malien étaient entre les mains, justement, des terroristes et des forces impérialistes extérieures. Et donc, c'était totalement audacieux de la part de Assimi Goïta d'envisager la possibilité pour lui de réorganiser son armée et de reprendre les manettes de la gouvernance d'État et d'assurer la sécurité de tout ce territoire. C'est quand même 1 245 000 km². Donc, ça veut dire que c'est un travail sérieux. Si aujourd'hui, ils sont arrivés déjà à ce résultat-là où ils ont reconquis pratiquement tout le territoire national et il n'y a que des incursions terroristes, des gens qui sont désespérés, désaxés, désorientés complètement, c'est qu'ils ont fait une prouesse qui va d'abord être saluée. Ensuite, il faut comprendre qu'en réalité, le terrorisme a une origine. Et cette origine-là est liée justement aux forces impérialistes qui voient d'un très mauvais œil le fait pour les États africains d'oser arracher leur souveraineté et de gérer leurs ressources pour eux et par eux. Donc, dans un tel contexte, ils ne démordent en rien, ils ne manquent aucune occasion pour alimenter les réseaux terroristes et maintenir justement la pression de façon permanente. Et donc, vous savez que actuellement, il y a encore une plainte du Mali qui est en souffrance auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la France et qui a été amplement documentée de ce que, justement, la force impérialiste en question est d'intelligence avec les terroristes et que, vous avez vu... Cette démarche va-t-elle aboutir? Mais il faut bien qu'elle aboutisse. C'est vrai que ça languit. Pourquoi ça languit justement? Normalement, si la France n'avait rien à se reprocher, si véritablement elle était aussi sainte qu'elle le proclame, c'était à elle de pousser justement cette procédure pour pouvoir mettre à nu l'État malien, le régime malien, pour dire que c'était des accusations fallacieuses, etc., etc. Alors, si elle-même, elle étouffe la procédure, et en mettant son veto, et en utilisant tout son réseau au plan international, pour empêcher que justement la vérité éclate au grand jour, c'est sans doute parce qu'elle a conscience que les éléments qui seront mis à la place publique vont véritablement la dénuder. Vous voyez? Donc, je pense qu'en tout état de cause, on a le droit d'être confiant en ce qui concerne la stratégie de gouvernance, en tout cas des 3 pays de l'AES, simplement parce qu'ils ont réussi le pari de couper ce cordon ombilical qui nous a toujours liés depuis la traite négrière jusqu'aujourd'hui, et puis ils ont osé prendre en main les rênes de la gouvernance de leur pays, et vous voyez les résultats auxquels ils sont en train de parvenir, non pas seulement sur la question sécuritaire, mais également sur le plan de la diplomatie, du développement, etc. Vous voyez comment ils sont en train de financer des projets, comment ils sont en train de réorganiser la société, comment ils font en sorte que les valeurs endogènes, liées à la nature humaine, et les valeurs et les règles qui permettent le vivre ensemble soient exaltées et exhumées au sein de cette société-là. Voilà pourquoi, malgré la pénurie, malgré les difficultés que ce peuple-là est en train de traverser aujourd'hui, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de manifestation. C'est sans doute parce que le peuple est en synergie parfaite avec ses dirigeants. Il a compris qu'en réalité, pour aboutir à un résultat probant, convaincant et qui impacte l'ensemble du groupe, il faut un minimum de sacrifices. Et ça, oui, c'est une clé. Comment est-ce que le gouvernement malien aujourd'hui tente-t-il de rassurer les populations? Les cours sont suspendus pour 2 semaines. Ils reprendront donc que le 9 novembre prochain. Vous avez parlé d'un processus de réorganisation dans l'approvisionnement du carburant, mais face à cette grave pénurie et la situation actuelle, comment est-ce que le gouvernement tente de rassurer les populations maliennes? Le gouvernement rassure la population par sa cohérence,
par la pertinence de ses choix, par sa lucidité et par son engagement résolu à faire face à tous les défis qui se posent à ce pays-là. Voyez-vous, si c'était des aventuriers qui ont pour envie de jouir des dividendes que génère le peuple, mais ils n'auraient pas autant d'énergie, autant de temps, autant d'engagement et de volonté pour la cause du Mali. Ce ne sont pas des gens qui sont en villégiature dans le fauteuil présidentiel, mais c'est des gens qui ont décidé de mettre entre parenthèses leur vie privée, personnelle, de renoncer à leur jeunesse pour se sacrifier à la vie du peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, le peuple est reconnaissant. Et donc, dès lors qu'ils sont toujours cohérents, qu'ils sont rompus à la tâche, qu'ils s'engagent et qu'ils prennent à bras le corps tous les problèmes qui se posent au jour le jour à ce pays-là, il est clair que la population elle-même n'a pas d'autre choix que de les accompagner. Donc, le peuple est naturellement rassuré simplement parce qu'ils ont la preuve que ces dirigeants-là sont des dirigeants qui ont une conviction liée à la recherche du bien commun, liée à l'épanouissement du peuple, liée au fait que ce pays-là doit avoir un nom qui rayonne aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Vous voyez que sur le plan diplomatique aujourd'hui, personne ne parle n'importe comment des pays de l'AES. Mais pourquoi? Parce que justement ces gens-là se sont engagés résolument à défendre avec une jalousie féroce l'identité de leur pays. De sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Mali, on parle du Burkina Faso, on parle du Niger, les gens tournent leur langue 2 fois avant de sortir les mots, puisqu'ils ont du répondant. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus vivre par procuration et qu'il faut vraiment agir concrètement pour rechercher par tous les moyens possibles les recettes qui permettent de mettre le peuple à l'aise. Et donc, ça veut dire que le peuple lui-même, il est déjà rassuré et c'est lui-même qui accompagne les actions. Il développe sa résilience sur le plan endogène et il se partage, il se complète même des choses. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui vous voulez aller à un endroit où vous n'avez pas de carburant, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner, pour vous dire, bon, mais j'ai ma voiture, j'ai mon carburant, venez. Ça développe quoi? Ça développe les valeurs de solidarité, la mutualisation des forces et des énergies. Voilà le secret de toutes les sociétés du monde qui évoluent. Et le carburant manque aujourd'hui à toutes les pompes dans les stations de service au Mali. Et les autorités de l'Alliance des États du Sahel, à l'ES, ont souvent dénoncé des actions visant, selon elles, à asphyxier leur économie nationale. Dans le cas du Mali, la situation actuelle, marquée donc par une grave pénurie de carburant, est-elle une parfaite illustration? C'est une illustration de ce que les ennemis n'ont aucune envie de démordre. Parce qu'ils estiment que lorsque ces pays-là vont s'épanouir, ils vont faire tache d'huile. Il y aura une forme de métastase de cette nouvelle dynamique de gouvernance de nos pays. Et donc, lorsque les pays africains se montrent stables, organisés, structurés, commencent à se développer, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont tousser à distance. Parce que justement, la vache à lait est coupée. Ils ne seront plus allaités comme ils se sont allaités depuis des décennies ou même des centaines d'années sur le dos du peuple africain. Et donc, ça veut dire en clair que les pays de l'AES ont décidé de donner la voix, cette voix qui nécessite du sacrifice, cette voix qui nécessite de l'engagement, de l'énergie. Cette énergie, vous ne pouvez pas l'avoir en permanence si vous n'avez pas un mécanisme, un état d'esprit qui vous permet chaque jour de vous renouveler de nouveau. Voyez? Donc, c'est clair que c'est du leadership nouveau que les dirigeants maliens ont initié et qui s'est donc répandu dans les 3 pays de l'AES est l'idéal pour nos États. Ils vont tout à fait réussir, même si, pour l'instant, il y a encore des épreuves qui sont là. Je pense que le plus difficile a été déjà fait, parce que le plus difficile, justement, c'est d'arriver à cristalliser dans l'esprit des citoyens les défis, en tout cas l'état d'esprit idéal qui permet à tous les peuples du monde de s'affranchir. Et c'est un pari qui a réussi par le narratif nouveau qui a été créé et le style de communication qui est entretenu entre les dirigeants et le peuple. Aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, le peuple comprend très bien où il veut aller avec son leader. Et de ce point de vue, chaque citoyen comprend évidemment qu'il a une part de contribution dans ce processus-là. Même si on peut reconnaître qu'il y a des traîtres
qui sont encore là, dans le monde politique comme dans le monde social, etc. Parce que même dans l'alimentation, justement, de ce carburant, c'est des complicités qui permettent, justement, de nourrir ces réseaux terroristes de carburant, de sorte que ces derniers-là continuent par faire des incursions pour semer la désolation au sein de la population. Lucas Baki, depuis le coup d'État qui a amené au pouvoir Assimi Goïta et les blocus imposés à ce pays, la population malienne s'est montrée résiliente jusqu'ici. Mais face à ces situations, est-ce que vous ne soupçonnez pas une tentative de pousser ce peuple à la révolte? En fait, c'est l'idée. L'objectif qui consiste à asphyxier l'économie du pays, c'est de créer la révolte, en fait. C'est de faire en sorte que les syndicats puissent monter au créneau, les organisations sociales, etc., commencent à dénoncer la malgouvernance, etc., etc. Mais justement, le peuple est en train d'éviter ce piège-là, parce qu'il a bien compris que son leader, à partir des actes qu'il a posés et continue de poser, par le discours qu'il tient et l'engagement ferme qu'il est en train d'initier pour la cause du Mali, ils ont bien compris qu'en fait, c'est un piège à con dans lequel les peuples d'Afrique sont souvent tombés. Parce que, voyez-vous, après les indépendances, les nouveaux régimes qui étaient là dans la plupart de nos pays, c'était des leaders. C'est des gens qui avaient des ambitions de matérialiser véritablement cette indépendance-là et d'assumer la souveraineté de nos États. Voilà pourquoi ils ont mis en place un certain nombre d'organisations sous-régionales, comme la CEDEAO, etc., avec des idéaux quand même louables. Mais l'ennemi étant là, c'est-à-dire là, celui-là qui la coule douce à partir de notre instabilité, à œuvrer soit pour tuer ces leaders-là, soit pour les démonter du pouvoir, etc., etc. Et souvent, on a instrumentalisé le peuple pour atteindre cette fin-là. Et cette tentative-là, qui est aujourd'hui gérée ou bien menée à travers le terrorisme, est maîtrisée, en tout cas dans les pays de l'AES. Parce que les peuples ont bien compris, en tout cas les dirigeants ont eu la lucidité, l'habilité et l'intelligence de tenir le bon discours, mais surtout aussi de conduire le peuple par l'exemple. Voilà ce qui manque souvent à nos styles de gouvernance habituels, où les dirigeants, au lieu d'être exemplaires, des modèles inspirants, à partir desquels la jeunesse, la population dans son ensemble va commencer à avoir des recettes idéales de vie, eux, ils sont plutôt des jouisseurs. Des gens qui donc se pavanent avec les ressources de l'État et ils deviennent des oiseaux migrateurs, dans villégiature à tout moment, sans pour autant se montrer suffisamment responsables. Mais quand vous avez des dirigeants responsables qui renoncent à tout ce qu'ils ont de matériel pour se consacrer à la cause commune, vous ne pouvez que le suivre. Voilà. Vous parlez de terrorisme et le GNIM imposerait désormais le port du voile aux femmes sur certaines routes du pays. Mais que signifie cette tentative d'imposition de normes religieuses dans les zones rurales? Finalement, le pays fait-il face au terrorisme ou au djihadisme? Non, au fait, c'est pour nous distraire. Vous savez qu'au départ, on parlait du djihadisme quand ce phénomène est né dans les années 92, voyez-vous, au Mali. Et on avait cru que oui, c'était des gens qui avaient des revendications d'ordre religieux et qui voulaient, bon, voilà, un état religieux, etc., etc. Mais au fil du temps, mais le voile est tombé. On sait qu'en réalité, ce sont des citoyens qui sont instrumentalisés par les puissances impérialistes dans le but de semer le désordre, l'instabilité et justifier, eux, leur présence. Parce qu'en réalité, lorsque le phénomène a commencé au Mali et que le Mali a été obligé de faire appel à la France, il a dit, nous voulions un appui justement aérien tout simplement pour pouvoir neutraliser justement ces mouvements-là. Mais la France a sauté sur l'opportunité et elle est venue avec des forces terrestres qui n'avaient même pas été demandées et s'est incrustée dans presque toutes les régions du Mali. Elle a même invité ses frères de l'Union européenne pour créer la force Takuba, etc. Et puis bon, ils étaient là pour semer vraiment le désordre et piller autant que possible les ressources disponibles dans ce pays-là, voyez-vous. Donc, c'est pour dire en tout état de cause que eux, tant qu'ils ne démordent pas, ils sont toujours à l'action, il y aura toujours ces genres de perturbations, mais le résultat dépendra fondamentalement de la capacité de résilience, c'est vrai, mais aussi de persévérance et de la multiplication des initiatives qui permettent justement de contrer tout ça. Malheureusement, ces pays ont un voisinage encore pernicieux,
qui contient encore du poison. Ils n'ont pas compris qu'en fait, le problème malien... Ces événements se produisent dans le sud du Mali, vers un territoire, vers la frontière avec la Côte d'Ivoire. Absolument, c'est-à-dire que tout le monde sait que les voisins du Mali, tout comme certains voisins du Burkina Faso, du Niger, ne sont pas des gens honnêtes. Ils ne sont pas ceux-là qui comprennent que lorsque la maison du voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Parce que sans quoi, après sa maison, justement, votre toit risque de prendre le relais. Ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça, pourquoi? Parce que les puissances occidentales qui nous ont colonisés entretiennent savamment cette division-là. La balkanisation même des frontières africaines a un but. C'est de faire en sorte qu'on ne soit pas unis. Parce que le secret de l'union, c'est la force. Et le secret de l'union, c'est l'avancement. C'est la réussite, c'est la prospérité. Parce que nous sommes différents l'un de l'autre, une fois que nous nous complétons, nous devenons une force. C'est pour ça, en réalité, la plus grande beauté, la plus grande force de la nature, c'est sa diversité. Mais c'est dans une harmonie parfaite que cette diversité-là s'organise. Et donc, nous avons le vivant dans lequel nous sommes là, nous existons. Mais nous, les êtres humains, censés être plus intelligents que les autres créatures, nous avons renoncé justement aux règles de vivre ensemble, qui sont inhérentes en fait à la nature elle-même. Voyez? Et tout cela, c'est lié à l'ego. C'est-à-dire cette illusion que nous nous faisons, que nous serons différents des autres, nous serons mieux que les autres, et que bon, mais lorsque vous avez une place de privilégié en société, vous êtes différent. Et que vous êtes investi des facultés extraordinaires qui vous démarqueraient des autres. Alors que c'est faux. Vous avez toujours besoin d'autrui pour pouvoir vous manifester. Nous sommes tous redevables et nous n'avons aucun mérite de vivre s'il n'y a pas d'autres qui complètent ce que nous faisons. Mais l'habit que vous portez, vous ne pouvez pas le coudre. Vous pouvez pas les lunettes que vous portez, ce n'est pas vous qui les fabriquez. Les chaussures que vous portez, tout ce que vous faites, il a fallu la contribution de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi l'intelligence veut qu'on se complète et qu'on comprenne que sans l'autre, on n'a pas de vie. Autrement, ben, quelqu'un n'a qu'à aller rester seul dans une jungle et nous montrer sa capacité à vivre. Si puissant est-il été, voyez? Donc c'est dire que les règles du vivre ensemble, les règles de la communauté, c'est elles qu'il faut promouvoir. Et c'est ce que les dirigeants de l'AES ont compris et ils sont en train de prospérer justement. Parce qu'ils ont exhumé ces valeurs-là au sein de cette masse populaire. Le Kabaki, le Premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, évoque une tentative de déstabilisation. À votre avis, s'agit-il d'une crise conjoncturelle ou d'un tournant dans la guerre contre le terrorisme au Mali? Non, c'est un tournant. Enfin, on va dire c'est un tournant. Pourquoi? Parce que les dirigeants maliens comprennent très bien les défis qui se présentent à leur pays. Et donc, plus ils font leur enquête. Je vous ai parlé des enquêtes qui ont permis de voir que, mais écoutez, c'est parce que le carburant est mal réparti qu'ils ont justement ces réseaux-là qui les alimentent. Et donc, ça veut dire qu'ils font un travail assidu. Et je pense qu'à cette échelle, ils ont tellement évolué qu'à partir des semaines qui viennent, le terrorisme ne va plus avoir l'ampleur qu'il a aujourd'hui, simplement parce qu'ils sont en train de tourner la page du terrorisme à travers la pertinence des choix et la lucidité avec laquelle ils mènent les affaires du pays. Donc j'ai bon espoir que, vu l'unité qui existe entre les États de l'AES, parce que je tiens à souligner au passage que dans cette crise-là, même les voisins sont prêts à donner du carburant au Mali. Et donc c'est pour dire qu'ils ont compris que le problème de l'un doit être le problème de l'autre. Ils sont en train de se soutenir mutuellement. Et dans un tel contexte, je pense que le président Ibrahim Traoré nous avait parlé de l'albinos noir qui va apparaître bientôt. Alors, on l'attend et je pense qu'on doit être vraiment confiant sur les capacités des peuples du Sahel à mettre fin à ce phénomène terroriste, quelle que soit l'intensité avec laquelle les forces impérialistes continuent d'alimenter ces réseaux-là. Et depuis le retrait des forces étrangères au Sahel, surtout dans les États de l'AES, le Mali surtout s'appuie désormais sur de nouveaux partenaires, notamment la Russie. Mais quel impact cette coopération a-t-elle réellement sur le terrain sécuritaire? Mais ils ont un partenariat gagnant-gagnant, établi dans la franchise, dans la sincérité, dans l'honnêteté. Voyez-vous, récemment, il y a une délégation russe qui est arrivée à Bamako et qui désormais promet d'envoyer entre 160 000 et 200 000 tonnes d'hydrocarbures au Mali par mois.
par le passé, la Russie a toujours donné les intrants chimiques au Mali. La Russie a toujours donné 2 hydrocarbures au Mali, tout comme les autres pays de l'AES, mais c'était de façon sporadique. Désormais, ils décident de fournir cela de façon continuelle et mensuellement. Compte tenu du besoin sur place. Absolument. Compte tenu des besoins, ça veut dire qu'en réalité, quand vous dites que vous avez un ami, que vous avez un frère, vous avez un partenaire, c'est celui-là qui vous comprend et qui est capable de vous porter main lorsque vous êtes en difficulté. En cela, la Russie mène une politique modèle en Afrique. Non seulement elle n'a pas une histoire fâcheuse contre les peuples d'Afrique, parce qu'elle n'a pas fait de colonisation. Au contraire, elle a aidé des partis révolutionnaires en Afrique à s'affranchir justement du giron des impérialistes. Et jusqu'à aujourd'hui, la politique que la Russie est en train de mener dans les pays de l'AES montre clairement qu'elle est animée par une certaine sincérité dans l'établissement des relations. C'est vrai qu'aucun État ne peut dire que je suis ami, je suis un simple débonnaire, bon voilà, tu as des problèmes, je te les règle sans problème. C'est des partenariats gagnants-gagnants. Et la Russie, sachant qu'en réalité, elle a en face des individus, des êtres humains, comme les Russes, elle les traite comme tels. Voilà ce que nous avons toujours recherché. Voilà ce que nous avons toujours dénoncé dans la nature des relations que l'Afrique a toujours entretenues avec les puissances occidentales, colonisatrices, qui nous ont primés, étouffés et qui veulent jouir de l'Afrique sans les Africains. Avant de conclure, vous avez évoqué les relations de voisinage entre le Mali et ses pays voisins, quelque peu complexes parfois. Mais que signifie justement la fermeture récente des frontières entre le Mali et la Mauritanie? Voilà notre problème de voisinage. La Mauritanie, c'est le voisin immédiat du Mali. Ils avaient de très bonnes relations, mais il est avéré aujourd'hui, malheureusement, que les groupes terroristes passent par la Mauritanie pour descendre au Mali, faire leur forfait et repartir à chaque fois. Le Mali a toujours dénoncé cela, mais les dirigeants mauritaniens n'ont rien fait, justement pour empêcher ce flux de terroristes qui descend précisément au Mali pour faire des forfaits. Alors, qu'est-ce que le Mali a décidé? Il a décidé que dans la transhumance, par exemple, des animaux, désormais, chacun garde son bétail chez lui. Or, en réalité, c'est la Mauritanie qui a tout intérêt, en temps chaud comme cette période-là, à amener justement son cheptel dans les régions du Mali où ils viennent paître. Mais dès l'instant où le Mali a décidé que, bon, mais écoutez, vu le caractère nuisible justement de ces flux-là, nous coupons tout parce que nous voulons contrôler justement tout le processus des flux, etc. Et donc, ça a créé un vrai problème pour la Mauritanie et c'est la débandade là-bas. En plus, l'Union européenne a financé la Mauritanie pour chasser les pays de l'extérieur, enfin les peuples qui viennent de l'extérieur du Mali, du Niger, etc. Et donc, le Mali, lui, s'est dit, ok, nous aussi, on va fermer les commerces des Mauritaniens qui exercent dans notre pays. Et voilà, donc ça crée déjà une tension. C'est vrai que le ministre mauritanien des Affaires étrangères est venu à Bamako pour essayer de négocier cela, mais c'est clair que le voisinage est un voisinage un peu toxique. Voilà. Mais ces relations vont s'améliorer. Vous avez... Tout dépend du niveau de lucidité des dirigeants de chaque pays. Dans tous les cas, les Maliens ont montré qu'ils ne vont renoncer aucunement à leurs intérêts et qu'ils vont vraiment les défendre. Mais alors, si la Mauritanie essaie de se réorganiser et faire en sorte qu'elle puisse composer de façon honnête et sincère avec le Mali, ben écoutez, les relations vont se rétablir. Voilà. Merci, Le Kawaki, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.